Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la neutralisation de Willy Ngoma, figure du mouvement du 23 mars, marque-t-elle un véritable tournant ou simplement un épisode de plus dans un conflit qui dure depuis des années? Ce soir, on ouvre le débat. La chute d'un porte-parole emblématique peut-elle affaiblir durablement l'AFC 23? Ou au contraire, risque-t-elle d'envenimer la situation et relancer les affrontements dans le Nord Kivu? Stratégie militaire, symbole politique, message envoyé à la communauté internationale, les enjeux sont énormes. Restez avec nous, donnez votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains débats. Le face à face commence maintenant. De la Cinco, la classe politique et même le gouvernement n'a pas réagi, n'a pas communiqué vraiment sur ce sujet. On l'a vu hier, hein, je précise, nous, à l'occasion d'un déjeuner, c'est là qu'on a vu l'information par certains confrères. Je trouve que c'est assez dommage que le gouvernement ne mette pas ça en avant, cette neutralisation. C'est le mot du jour, M. Ben Luther. Merci Carlyle. Je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord de saluer quand même la maestra du président Tshisekedi dans la menée de cette crise, dans la façon dont il gère effectivement cette crise, même si, et vous le dites, le président Tshisekedi aujourd'hui a quasiment l'action du président Tshisekedi a 2000 ans d'avance sur la communication du gouvernement. On ne sait même pas s'il y a une communication, on ne sait pas. La communication est totalement absente. Et voilà, mais quand même, je rappelle qu'il y a un ministre qui gère quand même la communication du gouvernement, mais il ne nous informe pas sur ce genre de choses. Alors, Carlyle, moi, s'il faut revenir sur ce qui a été dit ici, il faut d'abord se poser la question, où est-ce que cette attaque ciblée a eu lieu? C'est à Rubaya. Rubaya, là-bas, il y a un important gisement de minerais. Or, ce gisement fait partie de la liste des gisements qui ont été donnés, qui ont été listés pour que les États-Unis viennent exploiter. Il fournit 15 à 20% du coltan. Exactement. Donc, voilà. Donc, je pense que là, et vous avez, qu'il y avait un appui, on voit très clairement qu'il y avait un appui des renseignements américains derrière, etc. Ce qui est très bien. Il faut rappeler également qu'il n'y a pas eu que M. Willy Ngoma, à ce qui paraît que Sultan Makenga aussi avait été atteint et qu'il y avait aussi d'autres personnes qui sont décédées dans cette histoire, y compris notamment les directeurs des cabinets du gouverneur imposteur du Nord Kivu qui est décédé aussi. Très bien. Et donc, alors qu'est-ce que moi je pense de la mort de Willy Ngoma? Pour moi, c'est un non-événement. C'est un événement. Pour moi, c'était comme si on tuait en fait un insecte, tout simplement, comparé aux 10 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment un non-événement. C'est vraiment un non-événement. Pour moi, ça passe comme une lettre à la poste, en fait. C'est tout à fait normal. Et c'est là que j'aimerais interpeller Nanga. Est-ce qu'il va toujours continuer? Il nous a promis que d'ici la fin de l'année, il sera peut-être à Kinshasa. Est-ce qu'il va toujours continuer à conjuguer ce verbe avancer? Silence radio de l'AFC aussi. Il y a un communiqué qui est sorti, après c'est démenti. Bon, on ne sait pas. Oui, mais ils vont toujours démentir. Ça fait partie de leur stratégie. Et là aussi, j'aimerais aussi, est-ce que Joseph Kabila reviendra encore à Goma avec ce genre d'attaque ciblée? Non, il n'osera pas, le président. J'en sais rien. Mais pour être sérieux, vous savez qu'en RDC aujourd'hui, on avait un État dans un État. Parce que l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les deux Kivu, nord et sud de Kivu, était devenu comme un État, en fait, parallèle.
il y avait des gouverneurs, il y avait toutes les institutions, l'administration était déjà en place. Donc on était dans un processus déjà de balkanisation là-bas. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Processus de balkanisation. Et donc, face à ce processus de balkanisation qui était mis en œuvre, le président, quand bien même il aurait proposé un dialogue, et mon cher ami l'a dit, mais par quel mécanisme ce dialogue-là allait empêcher ce processus? Mais il y avait un dialogue à Doha, donc ça aussi, cette frappe-là, je dirais même marque l'échec, même la fin de mais le dialogue de Doha, c'était quoi? C'était juste pour déposer les armes, en fait, et étudier les questions de la réinsertion, etc. C'est la continuité de Nairobi, en fait. C'est juste ça. C'était pas parce qu'ils ils se sont déjà accrochés au morceau, le M23 et l'AFC, parce que dans la tête de Nang était déjà président de la République du Kivu. Bon, ce n'était pas lui, peut-être Kabila, voilà. Et donc, il y avait déjà un processus de balkanisation qui était en cours. Et le président était clair dans le dialogue qu'il a proposé, qu'il n'y aura pas de dialogue avec ceux qui ont tué des Congolais. C'est très clair, avec ceux qui ont pris des armes. Donc, ceux-là, ils ne comprennent qu'un seul langage, qui est celui de la guerre. Et là, c'est le troisième volet du triptyque de mon doyen qui a été mis en œuvre, le volet militaire. Et c'est ça ce qu'on attendait des FARDC. C'est ça ce qu'on attendait des FARDC. Mais il faut que la communication aussi s'en suive. C'est très important. Je disais que la communication était dissuasive dans ce genre d'événement. Là, par exemple, Dadi n'est pas ministre de la communication, mais il nous annonce qu'il y aura de grandes nouvelles. Mais ça fait peur à l'ennemi. Non seulement ça fait peur, mais ça mobilise. Et ça met en confiance les populations. Tu as Goma, tu as Bukavu, tu as de l'espoir quand même. Mais voilà. Parce que mine de rien, cette neutralisation envoie aussi un signal d'espoir à ceux qui sont dans le territoire. Ça donne l'espoir, mais il faut voir comment le peuple est sorti dans la rue pour célébrer, cela. 30 ans pendant 30 ans d'agression, il faut dire que la RDC a été moquée de partout. Une armée des gens qui se font battre, ils sont aussi nombreux. Pour une fois, l'une des têtes d'affiche de ces terroristes a été neutralisée. Ça ne fait que donner du baume au cœur, non seulement à la population, mais aux troupes qui sont sur le terrain. Donc voilà, donc ça, la communication doit s'axer sur ce genre de choses pour rassurer aussi la population que le gouvernement, que le président est en train de faire le travail. Au lieu de venir sur les plateaux de télé pour nous répéter le père, le fils, enfin la caricature que j'avais faite, voilà. C'est le ministre de la Communication reprend ça tout le temps maintenant. Voilà. Et là aussi, j'allais dire quelque chose et Dadi l'a dit très bien, que le président Tshisekedi, effectivement, n'a pas seulement un mandat. Il est effectivement en mission. Il est effectivement en mission. Parce qu'il faut voir le premier acte qu'il pose quand il arrive au pouvoir. Il confie quand même le pays à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une mission. Il y a une mission. Il confie le pays à Dieu. Même si aujourd'hui, la diplomatie du culte. Voilà. Même si aujourd'hui, il y a certains qui estiment être serviteurs de Dieu, mais qui aujourd'hui combattent le président Tshisekedi. En fait, ils sont en train de combattre en fait, la mission que Dieu lui a donnée. C'est très spirituel à votre Oui. Ils sont en train de combattre la mission que Dieu lui a donnée. Et donc, le sort va s'acharner également sur eux. Et c'est là que j'encourage le président de la République, sans attendre, de nous faire débarrasser de ce chiffon que Kabila avait fait adopter la population en 2006, cette fameuse constitution. C'est l'étape d'après, à votre avis? Oui, je veux que ce soit l'étape d'après, qu'on parte vers une nouvelle constitution et que le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse rester au moins jusqu'à 2050. Non, parce qu'il nous sommes des démocrates, on peut pas. Non, c'est pas mais c'est ça la démocratie. Non. Il ne faut pas penser que la limitation de mandat... Je veux revenir, mon cher ami. Je termine après, tu vas prendre la parole, mon doyen. Il n'y a pas de souci.
On peut avoir une constitution avec des mandats illimités. C'est de la démocratie. Je cherche depuis les réactions. C'est de la démocratie. Ils vont organiser les élections. Mais je ne les trouve pas. Ils vont organiser les élections. On dit la victoire orpheline, c'est un peu ça quand même. Ils vont organiser les élections. Je fais un peu du fanatisme, c'est vrai, c'est ce que les gens vont me reprocher. Restez lucide. Mais sinon 2050, les choses... c'est trop. Mais après, il est en mission. Bon, il est en mission. Ceux qui sont restés longtemps au pouvoir n'ont rien à apporter. Tu crées du débat. Il faut que en fait, moi, je le soutiens, le président Tshisekedi. C'est pas l'ordre du jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas élection. Il y aura élection. Mais moi, mon souhait, c'est qu'il reste, qu'il soit toujours élu par des Congolais jusqu'en 2050. C'est intéressant. C'est ce côté brazavillois qui agit. Je veux revenir, je pense que... Il faut consolider les acquis. Non, je veux revenir sur la neutralisation, qui en fait est à l'actif, on peut le dire de cette manière-là, au président Tshisekedi. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.